Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? On a fait de l'EMC. Ah ouais, qu'est-ce que vous avez fait? On a appris à se dire bonjour. Ah, Puis on s'est entraîné pendant une demi-heure. Mais c'était des bonjours républicains. Bonjour, l'enseignement de l'EMC n'est pas sans poser un certain nombre de questions et de problèmes expliquant le malaise que les enseignants ressentent à transmettre une éducation morale à l'école. Alors l'EMC, c'est très simple, c'est le parent pauvre de l'école. Quant à la forme, au contenu, quant aux heures qu'on lui consacre, personne n'aime ce truc, du coup on n'en fait pas. La première objection est celle de l'anachronisme de cet enseignement. Faire de la morale à l'école serait dépassé, daté, ne répondant plus aux exigences et modes de vie modernes, majoritairement marqués par le multiculturalisme et le libéralisme. Cette difficulté expliquerait notamment les hésitations qu'a connues cette discipline depuis sa réintroduction à partir de 1985, voyant sa dénomination et son contenu changer plus de 8 fois en 30 ans. Alors, si les politiques sont déjà pas du tout à l'aise avec leurs propres réformes, faut bien comprendre que ceux qui sont en charge de l'appliquer, ils se sentent pas beaucoup plus légitimes. Non, non. L'apparition de l'instruction morale et civique en mars 1882, en remplacement de l'instruction morale et religieuse, se fait dans un contexte de lutte idéologique et politique contre le parti clérical, ce qui en fait en conséquence un enseignement hautement polémique. Toutefois, le projet sur son principe ne rencontre pas véritablement d'opposition. En se présentant comme une modernisation laïque de l'enseignement visant à donner aux élèves des valeurs universelles permettant une refonte sociale indépendante de toute idéologie et de toute croyance, c'est une véritable liberté de pensée qui est consacrée par l'école, permettant à chacun de devenir juge par lui-même de ce qu'il décide de croire ou non. De plus, on notera que les valeurs transmises restent globalement les mêmes. Seul le principe qui les fonde est remplacé par un autre. Alors, morale religieuse ou morale républicaine, à chaque fois il est question de courage, d'abnégation, de sacrifice, de maîtrise de soi. Finalement, c'est les mêmes valeurs qu'avant, c'est juste qu'on a tout repeint en républicain, c'est ça. La réintroduction d'une éducation civique en 1985 ne répond pas au même problème. L'éducation civique suppose la distinction entre la qualité de citoyen et l'appartenance des hommes à des groupes particuliers, divers dans leurs opinions, dans leurs engagements, dans leurs intérêts. La société française semble diffractée en un ensemble de communautés et d'individualités pour lesquelles la liberté et l'indépendance sont désormais des valeurs essentielles. En imposant un enseignement visant à rappeler à chacun l'importance et le sens de l'intérêt général, le devoir de faire société, il est évident qu'émerge une conflictualité avec le sentiment de liberté, donnant l'impression d'une volonté de régir les vies personnelles de chacun. Le problème devient donc la conflictualité existant désormais entre un enseignement moral dispensé à l'école où l'obéissance à l'autorité est le maître mot, et la liberté d'opinion et de valeur qui, elle, suppose une indépendance vis-à-vis de toute autorité. Les précautions dans les textes démontrent une conscience qu'un tel enseignement risque de produire des frustrations et des tensions avec des modèles de valeurs désormais pluriels, s'opposant légitimement à un désir de normalisation des comportements. Alors non, je vous vois, c'est marqué dedans, c'est écrit dans les programmes, ce n'est pas de l'endoctrinement, ce n'est pas de l'exhortation. Mais à la fin, il faut qu'ils aiment la République. Ça sent la conversion quand même. L'autre point déterminant est le fait que les valeurs mises en avant ne sont pas l'objet d'une simple conscientisation, mais bien d'un apprentissage. Vous n'avez à enseigner, à proprement parler, rien de nouveau, rien qui ne vous soit familier, comme à tous les honnêtes gens. Originellement, l'instituteur n'avait en cette matière rien à apprendre de nouveau aux élèves qui pratiquaient déjà les valeurs faisant l'objet d'une leçon. En cela, au XIXe siècle, la société française ne fait qu'utiliser l'école pour perpétuer un consensus moral déjà fortement enraciné et évident pour tous. Il n'en est pas de même en 1985 où les programmes reconnaissent implicitement que le consensus moral ayant disparu, il est désormais du rôle de l'école de le refonder et donc d'apporter à chacun les valeurs perdues.
L'effet d'un tel projet de remoralisation de la société est le constat de son impossibilité et de son échec programmé. L'éducation civique ne peut tout embrasser sous peine de se dissoudre. La morale étant devenue tellement inactuelle, le projet éducatif doit se faire total sur son principe. Mais comme il est impossible de faire complètement l'éducation des élèves, par dépit, l'éducation se fera sur quelques points clés déterminants, servant d'étayage à une posture souhaitable. Toute la difficulté sera désormais de choisir les points essentiels et nécessaires ne pouvant faire l'objet d'une économie et pouvant être transmis dans l'espace des contraintes scolaires. Alors, l'argument de vente fondamental, c'est de dire « Non, non, mais on se contente d'éclairer la liberté pour qu'elle puisse se réaliser. » Non, mais les gars, on vous a vu, hein, c'est pas de l'instruction, c'est de l'éducation. Hein. Le savoir, ça fait longtemps qu'il est parti. Hein. Une autre critique renvoie au débat opposant instructionnisme et éducation. Selon le modèle de Condorcet, l'école n'a pas pour fonction de former le caractère, ni transmettre des valeurs morales, mais bien simplement de transmettre des savoirs vérifiés permettant de forger le jugement critique de chacun. Hormis des valeurs génériques transmises au travers de l'enseignement des sciences, telles que l'honnêteté intellectuelle, le scepticisme, l'amour de la vérité, les valeurs morales sont d'abord une affaire privée laissée à la famille, garantissant la liberté de chacun, de même que la richesse et l'adaptabilité de tous. Imposer une éducation à l'école, ce n'est pas seulement normaliser la société à travers une morale d'État, imposer une forme de religion politique et scléroser l'ordre social, c'est aussi et surtout se projeter dans un procès infini et impossible du fait que l'éducation est un programme de toute une vie. L'éducation, c'est le processus par lequel un sujet est censé s'accomplir entièrement, une perfection absolue dans tous les domaines importants. Il va de soi que la tâche est infinie et indéterminée. Alors moi, je suis pas absolument certain que l'État soit compétent pour nous dire ce qu'est le bien, et même pour le réaliser. Pas sûr qu'il soit assez pur pour faire des anges ou des saints. Faudrait revoir les compétences quand même. En s'arrogeant le droit de faire la morale aux individus, l'État devient paternaliste et vante l'existence d'une perfection morale unique à atteindre, devant servir de modèle à tous, peu importe leur individualité. Il existerait une façon de devenir homme, dans laquelle chacun a le devoir de se couler. Le propre du libéralisme, au contraire, est d'avoir développé chez l'homme moderne un désir et un droit de définir par lui-même le bien qu'il poursuit, étant seul juge de la valeur de ce qu'il poursuit pour lui-même. En vantant une morale déterminée, c'est le sens de l'existence que l'État impose aux personnes, limitant leur droit à donner de la valeur à ce que bon leur semble. Bon, alors, voilà, on y va, fumez pas, buvez pas, pas trop, mangez, bougez, regardez pas ça et habillez-vous, républicains. Laisse-nous tranquille. Ce qui se dissimule sous un tel discours, c'est une volonté de lutter contre les comportements incivils imputés aux pauvres. En réalité, ceux qui ne partagent pas les valeurs de la République est un nom de code qui sert à désigner une population désavantagée socialement. La litanie incessante des devoirs permet de réduire les moyens de toute contestation sociale à un vœu pieux et inefficace, limitant le risque de remise en cause d'un ordre établi. En intégrant dès le plus jeune âge que la violence est inadmissible, les classes exploitées se voient dépossédées pour lutter contre la violence sourde et symbolique qu'ils connaissent quotidiennement. De même, en intégrant l'idée que tout échec est explicable par un déficit moral, les classes les plus pauvres retournent contre elles-mêmes une mauvaise conscience qui évite de questionner les effets délétères d'un système injuste. Bref, gaver les gens de morale, c'est une façon de maintenir un pouvoir injuste. Comme ça, ils veulent pas se rebeller, ils en ont ni l'envie ni les moyens, et au fond, ils critiquent pas la domination qui les écrase. Je crois qu'on appelle ça de l'idéologie, non? Pas ça? Une dernière critique, et non des moindres, est la naïveté épistémologique se tenant derrière le projet de tout enseignement moral. Éduquer par l'intermédiaire de connaissances théoriques, c'est croire qu'il suffit de savoir pour faire. Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Nous savons que la connaissance n'a pas d'influence directe sur la volonté. Il ne suffira jamais de savoir qu'une chose est mauvaise pour l'éviter ou s'en défaire.
Bien au contraire, les représentations mentales ont une influence néfaste sur nos actions, et plus je sais qu'une chose est interdite, plus cela excite le désir de la commettre. La raison n'est pas ce qui fait taire les passions, mais paradoxalement ce qui les excite. Ainsi, en enseignant aux enfants les interdits moraux, on éveille nécessairement en eux la curiosité malsaine de tester l'interdit, désormais formalisé. En morale, le savoir n'influence pas les conduites, et s'il les influence, c'est généralement négativement. Alors c'est simple, dès que tu mets un panneau interdit de marcher sur l'herbe, bah t'es sûr que les gens vont y aller. C'est comme ça, c'est tout. L'éducation est donc en cela non une édification discursive d'un sujet, mais la construction d'un ensemble d'habitudes forgeant un caractère qui, de lui-même, penchera vers la bonne action. La structure scolaire, de par ses programmes et contraintes, semble en définitive contre-productive ou au mieux inefficace dans ses leçons de morale purement verbales et théoriques. Ainsi se pose à nous une série de problèmes. La morale à l'école, est-ce adaptée? Est-ce possible? Est-ce légitime? Est-ce fonctionnel? Comment parvenir à une influence effective sur le comportement des élèves? Pourquoi l'EMC est-il si important dans le système scolaire français, surtout depuis les années 80? Comment parvenir à unifier la liberté du citoyen et l'obéissance à des valeurs? Quel est le rôle de l'EMC à l'école? Bon, elle peut quoi l'école? C'est une goutte d'eau dans l'océan, avec des pressions médiatiques, les usages sociaux, les habitudes parentales. Comment on dit déjà? Prêcher dans le désert. Ah, c'est ça. Hormis une courte période dans l'histoire contemporaine allant de 1977 à 1985, l'enseignement de la morale a été une constante du système éducatif français. Sous l'Ancien Régime, la transmission de la morale était d'ailleurs la fonction essentielle de l'école dont l'objectif prosélyte était largement assumé et organisé. En conséquence, l'émergence d'une école de la République n'a pas été la remise en question de cette tradition, mais simplement sa transformation. Paradoxalement, le propre de l'enseignement de la morale est d'avoir été constant dans son inconstance. Si le principe de cet enseignement n'a quasiment jamais été remis en cause, il a en revanche largement varié dans son contenu, sa forme, son objet ou encore sa dénomination. Tour à tour, instruction et ou éducation, morale, religieuse, civique et ou juridique, cet enseignement semble qualifié par une instable stabilité dont l'explication n'est autre que sa fonction. L'EMC n'a d'autre utilité que de résoudre des crises. Bon, il y a des attentats, vous faites de l'EMC. Il y a des émeutes, vous faites de l'EMC. Il y a des violences dans la société ou à l'école, vous faites de l'EMC. Mais on en fait déjà de l'EMC. Ben, vous en faites plus. Réponse systématique des gouvernements à toute forme de crise, morale, sociale, sécuritaire, scolaire, l'EMC apparaît comme la solution magique pour résoudre toutes les difficultés possibles. Alors, en cas de fissure, surtout n'oubliez pas, pensez EMC. Profitez de notre promotion exceptionnelle, 2 heures effectuées, 8 heures subies. Ainsi, l'EMC évolue en fonction des besoins et problématiques d'époque, sorte de réponse ad hoc et magique pouvant régler tous les problèmes possibles. En cela, derrière cet enseignement se dissimule maladroitement la croyance que l'éducation est la solution miracle à toutes les difficultés. L'éducation peut tout. L'éducation nous fait ce que nous sommes. Manifestation exemplaire de l'héritage des Lumières, repensant l'enseignement pour modifier la société, la question éducative devient, dans notre tradition, le cœur de toute réflexion politico-sociale. Un tel principe rend raison des multiples débats sur les projets scolaires ayant eu lieu durant l'Assemblée constituante et la Convention, ou encore durant la Seconde République. Un problème majeur se posait alors: comment former des citoyens modernes capables de perpétuer les acquis de la Révolution? La dénonciation par Condorcet de l'endoctrinement républicain, digne héritier de l'école de l'Ancien Régime, n'y fit rien, et c'est bien une forme de catéchisme républicain qui l'emporta sous la pression de Rabot de Saint-Étienne ou encore Le Pelletier de Saint-Fargeau. On enseignera aux élèves la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Constitution de la République française. On donnera des instructions élémentaires sur la morale républicaine. Les élèves des écoles primaires visiteront plusieurs fois l'année avec leur instituteur et sous la conduite d'un magistrat du peuple les hôpitaux les plus voisins, les mêmes jours
Ils aideront dans leurs travaux domestiques et champêtres les vieillards et les parents des défenseurs de la patrie. La Seconde République s'est posé exactement la même question. Les gars, ils venaient de donner le suffrage universel, alors ils se sont dit, il faudrait quand même pas qu'ils se mettent à élire, je sais pas moi, un putschiste. Imagine qu'ils aient élu Louis-Napoléon Bonaparte. Imagine. La critique de Condorcet sur la mainmise éducative de l'État se révèle en définitive prophétique. Le cas de la période vichiste en est l'exemple le plus flagrant. En rebaptisant l'instruction morale et civique éducation morale et patriotique, le régime n'invente pas l'outil nécessaire pour la soumission des consciences, se contentant simplement d'infléchir son contenu dans un sens beaucoup plus autoritaire, nourri des discours pétainistes. L'ironie de l'histoire est que l'on utilisera à partir de 1944, en revenant à l'instruction morale et civique, le même moyen pour lutter contre la faillite morale qui a conduit à la collaboration et pour soigner la division sociale qui frappe le pays. Une telle contradiction fera émerger une critique de l'idée d'une éducation morale à l'école, poussant en partie à la faire disparaître. Les gars, ils ont rien compris, ils ont pas pigé que ce qu'ils prenaient pour le remède, en fait, c'est le poison. Il y aura chaque jour, dans les 2 premiers cours, au moins une leçon qui, sous la forme d'un entretien familier ou au moyen d'une lecture appropriée, sera consacrée à l'instruction morale. La période de la Troisième République n'est pas seulement le temps de l'émergence d'une morale laïque et de son organisation systématique à l'école, mais aussi et surtout l'occasion d'une apparition d'une pensée didactique concernant cet apprentissage. L'enseignement de la morale a toujours été conscient de ses propres limites et du besoin d'imprimer dans les cœurs ses contenus. La production de manuels servant de support pour cet apprentissage permet de diviser 3 axes nécessaires pour cet enseignement. Premièrement, un axe informatif. Il est bien question d'une instruction, notamment en matière de civisme, devant apprendre aux enfants l'existence et le fonctionnement des institutions. Toutefois, afin de donner du sens à ces connaissances pouvant paraître abstraites, il est préconisé de faire cet enseignement dans la continuité des autres. Ainsi, l'instruction civique se lie intimement à des enseignements factuels, géographiques ou historiques. Et de même, la morale civique se fait dans la continuité de la morale privée, pratiquée déjà par les élèves. C'est ce qu'on appelle un enseignement orienté de l'histoire. C'est quoi le roman national? C'est quand tu mélanges les valeurs et les faits. Voilà, ça donne ça. Deuxièmement, un axe affectif. Il est bien question de toucher émotionnellement l'enfant pour mieux le marquer durablement. Ainsi, on joue sur l'enthousiasme, l'indignation, la pitié, le tout mis en relation avec des exemples concrets afin de provoquer chez l'individu une forme d'identification facilitant la mémorisation. Alors, on a une vidéo qui circule où on voit des gamins alignés en rang d'oignon. Il y a un gars avec une cagoule qui déboule et qui leur propose des bonbons. Dès qu'un gamin a accepté le bonbon, il se fait enlever devant les autres. Résultat des courses, trauma. Emotional, damn it! Ah, c'est sûr, hein, ils se feront plus jamais enlever. Mais par contre, ça va coûter cher en psy. Hein. Troisièmement, un axe réflexif. Des sujets et situations sont proposés aux élèves, les invitant à la réflexion, c'est-à-dire à argumenter, justifier de leur choix et décisions, mettant donc le jugement autonome de l'individu en action. Cette réflexion pédagogique, cherchant à la fois à dépasser la simple mémorisation stérile de connaissances abstraites et à développer le jugement individuel libre, et donc la responsabilité de chacun, laisse toutefois un axe de côté. Le décret Lacanal avait en effet mis en avant le besoin d'un exercice réel, d'une pratique effective des valeurs. Un pur enseignement scolaire, fût-il émotionnel et concret, reste une simple réalité déconnectée si elle n'est pas l'occasion d'une pratique effective et d'une mise en situation tangible. En mettant les enfants au travail dans les jardins ou les hôpitaux, en les plaçant en relation d'entraide intergénérationnelle, ils pratiquaient réellement les valeurs et prenaient l'habitude réelle de faire vivre un lien social qui dépasse la simple situation de la classe. C'est dans cette optique qu'en 1990, on décide de donner plein de droits supplémentaires et nouveaux, des droits d'adultes aux lycéens. Ils vont avoir le droit d'expression, le droit d'association, le droit de construire des réunions, et surtout, on va les inviter à aller participer à des associations
de quartier. Pourquoi une réapparition de cet enseignement à partir de 1985? Et pourquoi avait-il disparu? L'effacement de l'instruction morale et civique, relégué à partir de 1977 dans le programme d'enseignement d'histoire et de géographie, démontre une forme de malaise quant à cet enseignement considéré comme passéiste. Déjà, durant l'entre-deux-guerres, cet enseignement, excitant les passions nationalistes et célébrant le progrès, avait perdu l'approbation de la population face au massacre de la Première Guerre mondiale. Les 30 Glorieuses et la société de l'abondance qu'elle produit acheva globalement le besoin de pacifier la société dans laquelle les contestations sociales avaient globalement disparu, voyant d'ailleurs l'émergence d'un individualisme consumériste peu compatible avec un discours moral. Mai 68, point d'orgue de cette mutation de la société française, sonne le rejet par une partie de la population d'un modèle moral et traditionnaliste vantant désormais la liberté de chacun et le droit d'inventer les valeurs. Bref, si on n'en veut plus, c'est juste parce qu'en fait on n'en a plus besoin, c'est tout. Toutefois, les crises se succédant durant les années 70 et 80, la France se voit transformée et la société mise à mal. Choc pétrolier, nouveaux pauvres, chômage de masse, une fracture sociale s'entame et avec elle l'exclusion d'une partie de la société qui se trouve marginalisée. Les effets d'une telle transformation brutale est une certaine perte de repères et la prise de conscience que le pays a été transformé en profondeur du point de vue des valeurs. En effet, la mondialisation, avec ses mouvements de population et la porosité qu'elle implique vis-à-vis des modes de vie étrangers, transforme les us et coutumes d'une population désormais beaucoup plus variée qu'elle ne le fut. Nommez-moi un grand soldat de la Seconde Guerre mondiale. Moi, monsieur, le soldat Ryan. Ah, merci les séries et les films américains. L'enseignement de la morale et du civisme devient donc un moyen pour une société en pleine transformation de refaire unité. En cela, le problème n'est plus le même qu'à l'origine. Au XIXe siècle, la transmission des valeurs se fondait sur l'idée d'un esprit commun dont on n'avait qu'à retirer la racine religieuse. Il ne s'agissait pas de faire corps, mais de donner de nouveaux principes à la nation, passant d'un discours religieux à un discours patriotique. Désormais, l'objectif est de refaire corps, de parvenir à unifier un divers éclaté en reconnaissant que refaire un tout ne saurait prendre le pas sur la liberté individuelle, valeur cardinale de la modernité. Ainsi, l'EMC vise à la fois un grand projet de refonte sociale et en même temps reconnaît son illégitimité partielle, le condamnant in fine à une réalisation en demi-teinte. Il se centre alors sur une socialisation minimale et prosaïque, cherchant à rappeler les règles élémentaires du vivre ensemble. Bon, alors aujourd'hui, cours de MC, les objectifs, c'est d'apprendre qu'on n'agresse pas les gens, on respecte la loi, les femmes et les hommes ont le droit au même respect. Bref, les trucs de base, quoi. Didactiquement, un tel projet dont les contours sont déjà difficiles à définir traversera tout un ensemble de tâtonnements jusqu'en 1996. En effet, à partir de cette date apparaissent des nouveautés pédagogiques telles que l'heure de vie de classe, les itinéraires découvertes, les délégués élèves, le CVL. Autant de dispositifs qui ne se contentent plus de faire la morale ou d'expliquer abstraitement des dispositifs juridiques, mais qui mettent les élèves dans une position d'acteurs, les amenant à pratiquer les valeurs et les règles pour mieux influencer les caractères. Ce domaine est mis en œuvre dans toutes les situations concrètes de la vie scolaire où connaissances et valeurs trouvent, en s'exerçant, les conditions d'un apprentissage permanent. La transformation de l'école en société démocratique dans laquelle les élèves ont une forme de parole et des moyens d'action participe donc à une nouvelle formation citoyenne, bien loin d'une simple leçon déconnectée du réel. Bon, la citoyenneté à l'école, voilà, leurs paroles et leurs actions restent quand même sous le contrôle de l'autorité. Alors en fait, c'est un peu comme nous. Moralité, en transformant l'instruction publique en éducation nationale, l'État se donne pour responsabilité de former les citoyens. Mais la transmission de valeurs, questionnable du point de vue de la liberté, répond surtout aux besoins identifiés par les gouvernements d'une époque donnée. Le malaise des enseignants vient du conflit entre la conscience de cet utilitarisme erratique et la difficulté à lui donner effectivité et sens, sachant le pouvoir limité qu'il possède.